Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Les cercueils de la honte, c'est le titre du texte publié par SoFoot il y a quelques jours, le 9 novembre exactement. C'est un reportage de Quentin Muller qui est avec nous, reportage à Katmandou, dans le Népal, et pas qu'à Katmandou d'ailleurs, dans le Terai, au sud du Népal. Reportage Les cercueils de la honte, ce sont les cercueils des travailleurs népalais qui sont revenus dans leur pays pour être enterrés, inhumés dans leur pays après avoir travaillé sur les chantiers de la Coupe du Monde de football. La Coupe du Monde de football, nous allons en parler. Vous publiez aussi un livre qui a fait beaucoup de bruit, qui s'appelle Les esclaves de l'homme pétrole, aux éditions Marchiali. Vous êtes allé enquêter sur les travailleurs de cette Coupe du Monde, les travailleurs du pétrole. Il est 12h10, vous allez être avec nous, Quentin Muller. On va beaucoup parler de la Coupe du Monde. Pourquoi ? Parce que le premier match a lieu dimanche. Ce sera le match d'ouverture, je crois que c'est Qatar-Équateur, me semble-t-il. Il y a des changements dans l'équipe de France, dans la liste de Didier Deschamps, dans la composition de ses 26 joueurs. D'abord, il y a 26 joueurs maintenant. Il n'y en avait plus que 25 lorsqu'il a donné sa liste. Forfait de Presnel Kimpembe, remplacé par le monégasque Axel Disasi. Et puis, Marcus Thuram, l'attaquant de Mönchengladbach, vient d'être appelé par Didier Deschamps. Si vous voulez réagir sur ces deux noms, n'hésitez pas, on en parle, 0826 300 300. Quentin Muller avec nous dans 2 minutes. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 12h14, Quentin Muller, qui publie, journaliste spécialiste de la péninsule arabique, auteur d'un livre intitulé Les esclaves de l'homme pétrole, aux éditions Marchiali. Vous racontez dans SoFoot, dans votre reportage, Mandal était ouvrier, il est mort d'une crise cardiaque au Qatar le 17 février dernier à seulement 38 ans. À seulement 38 ans. Seulement 38 ans, et il a participé au plus grand chantier du pays, c'est-à-dire l'agrandissement de l'aéroport, la création d'une ligne de métro, la première, la création du nouveau quartier de Lusail, qui va accueillir un bon nombre de supporters, et la création des stades de la Coupe du Monde. Donc en fait, il a participé à tous les chantiers inhérents à cette compétition. Et il est mort d'une crise cardiaque à 38 ans. Il a passé plus de 10 ans dans les pays du Golfe, plusieurs années au Qatar, donc les plus belles années de sa vie, de sa jeunesse là-bas. Et il est mort à cause d'un surmenage. En tout cas, c'est ce que croit sa famille. Et on se dit, mais il a passé ses plus belles années de sa vie là-bas. Et en fait, ces plus belles années ont servi, c'est le mot, c'est la servitude, ont servi un pays qui l'a toujours déconsidéré. C'est-à-dire, combien de fois son salaire n'a pas été payé en temps et en heure? Combien de fois il a dû batailler pour se faire payer ses heures sup? Combien de fois il a dû demander des temps de repos qu'on lui donnait pas? Il vivait certainement dans une chambre qui était surpeuplée. On lui donnait pas de l'eau potable. Sa nourriture était atroce. Enfin voilà, donc on se dit que cette masse en fait de travailleurs asiatiques et africains qui servent ces pays du Golfe, leur vie serve à nourrir le rayonnement de ces pays comme le Qatar, qui essayent d'exister sur la scène internationale. Et tous les succès de l'Arabie Saoudite, des Émirats, du Qatar, un peu moins du Koweït et du Bahreïn, mais ça, voilà. Tous ces succès-là sur la scène internationale, eh bien, ils ont une seule, c'est dû à la main-d'œuvre étrangère. La principale richesse de ces pays, c'est pas le pétrole et le gaz, c'est sa main-d'œuvre étrangère. Et on le rappelle pas assez. Des esclaves ? Est-ce qu'on peut employer le mot d'esclavage ? Sébastien et moi, on est les seuls journalistes à l'employer. Et je comprends pas cette pudeur par rapport à mes autres collègues. On peut parler d'esclavage. Sébastien, c'est le co-auteur du livre. Ouais. On peut parler d'esclavage quand des gens enchaînent 12 heures de travail par jour, sont payés moins de 280 € par mois, vivent dans des taudis avec pas de climatisation, parmi les cafards, n'ont pas de cuisine, donc font à manger dans leur chambre de 15 mètres carrés, avec des lits superposés, qui sont maltraités par l'employeur,
où le racisme il est structurel, il est constant, où il y a des violences physiques, des tortures physiques et parfois sexuelles. Donc on peut, et là on ne parle pas de faits divers malheureux dans ces pays-là. Ça arrive dans des proportions qui sont énormes et il faut lire notre bouquin pour le comprendre. Rendu possible, cet esclavage moderne, vous écrivez, grâce au silence de la communauté internationale et à la pauvreté, à la corruption d'États complices d'Asie et d'Afrique. Mais la communauté internationale fait son beurre également dans les pays du Golfe. Combien d'entreprises occidentales sont aujourd'hui, par exemple, au Qatar? Il y a Vinci, il y a Bouygues, et donc forcément, elles font du profit en employant cette main-d'œuvre bon marché et corvéable à merci. Chaque année, vous écrivez encore, chaque année, 10 000 travailleurs immigrés asiatiques meurent dans l'ensemble des pays du Golfe. Parce qu'il n'y a pas que le Qatar, vous le disiez. Hein, il y a d'autres pays du Golfe. Chaque année, 10 000 ouvriers asiatiques meurent. Vous vous rendez compte, 10 000, c'est 10 000 qui disparaissent tous les ans. Et c'est même pas la main-d'œuvre africaine. Ces ouvriers asiatiques qui sont d'ailleurs classés en fonction de leur origine. Hein, classés. Classe sociale, je parle. Hein. Si on vient d'Inde, on est mieux considéré que si on vient du Bangladesh. C'est vraiment le prestige du passeport. Et ça, c'est quand même dingue. Et j'ai discuté avec cet agent de sécurité qui était ougandais et qui lui me disait qu'il avait travaillé à la sécurité d'un parc en face de la corniche de Doha, donc la capitale du Qatar. Et on lui avait donné pour consigne de ne pas faire rentrer des travailleurs asiatiques, enfin des asiatiques, n'importe quel asiatique, dans le parc le vendredi quand les familles qataries venaient pique-niquer. Donc il y a une espèce, pour moi c'est un état d'apartheid. C'est vraiment une société où on classe la valeur humaine en fonction du prestige du passeport. Moi en tant que Français je suis bien considéré. Au Qatar en 2017 on m'a fait une proposition en tant que journaliste d'être payé 4 000 € net par mois et d'être logé au Hilton. Ouais, d'accord. Un travailleur népalais, on lui propose pas le Hilton, on lui propose pas 4 000 € par mois. Et pourtant, il fait un travail beaucoup plus difficile que celui de journaliste. Alors, vous êtes allé enquêter sur place, pas évident d'enquêter sur place. Vous avez rencontré tous ces travailleurs, vous êtes allé dans des supermarchés pour essayer de lier conversation avec eux en leur promettant évidemment ni caméra, ni appareil photo, ni enregistrement. Vous avez simplement parler avec eux, apeurés. Vous avez rencontré des gens apeurés qui étaient méfiants, qui se demandaient si je faisais pas partie des services de renseignement qataris, qui étaient là pour tester la loyauté de la main-d'œuvre népalaise ou ougandaise au Qatar. Et c'est vrai que ça n'a pas été facile de lier quelque chose avec eux, de nouer un lien de confiance, parce qu'ils ont tout à perdre à parler aux journalistes. Ils ont tout à perdre à raconter leurs conditions. Ils sont là, ils sont encore au Qatar aujourd'hui, ou je parle de ceux qui sont sains et saufs. Sains et saufs, ceux qui sont en bonne santé, ils sont toujours au Qatar. Et beaucoup ont été mis en chômage technique pour qu'il y en ait le moins quand les supporters vont venir. Voilà. Au Qatar, et pour qu'il y ait moins de chances de regroupement et de manifestations. Pas de contact et moins de chances de regroupement et de manifestations pendant l'événement. Et ça, le Qatar a peur de ça. Donc ils les ont mis au chômage technique, donc les travailleurs ne sont plus rémunérés, il n'y a plus de boulot, donc ils rentrent chez eux d'eux-mêmes. Ils rentrent chez eux d'eux-mêmes. Ouais. Vous avez vu ces manifestations de supporters, entre guillemets, ces derniers jours au Qatar, ça vous fait sourire. Mais c'est grotesque, mais ça c'est vraiment qatari, c'est-à-dire que tous ces gens, tous ces travailleurs, encore une fois, c'est des Indiens, on voit les images. Ce sont des Indiens, des populations qui viennent du sous-continent indien et qui ont des maillots brésiliens, ont des maillots argentins et qui se font passer pour des vrais supporters de ces pays-là pour montrer qu'il y a une ferveur alors qu'il n'y en a pas. Toujours l'image. Toujours l'image. Ouais, toujours l'image. Le show-off. C'est le propre même de ces pays et notamment du Qatar. Il y a une grande part d'ego de ces pays de montrer qu'autour on est les meilleurs. Le Qatar veut montrer à l'Arabie Saoudite que c'est le pays du sport, que c'est le pays du rayonnement international. L'Arabie Saoudite essaye de le faire également, les Émirats. Il y a une part d'ego et de jalousie. Puis c'est surtout l'importance aussi pour un petit pays comme le Qatar, qui fait la taille de la Corse à peu près, d'exister sur la scène internationale pour, en cas d'invasion, en cas de déstabilisation régionale, d'être protégé par tout un tas de pays puissants que sont les États-Unis ou l'Europe. Nathalie Goulet, vous êtes avec nous? Allô? Nathalie Goulet, vous êtes là?
Nathalie Goulet sera là dans un instant, sénatrice. Vous savez qu'elle a été espionnée par les Qataris. Oui, je connais bien Nathalie Goulet et je la soutiens sur ce sujet-là. Et c'est quand même incroyable, quoi, qu'un pays comme le Qatar, qui est un pays allié de la France, espionne une sénatrice française. Enfin, c'est quand même dingue parce que Nathalie Goulet critique souvent le Qatar et oui, son elle est là, Nathalie Goulet. Bonjour. Oui, bonjour. Où est-ce que vous en êtes? Vous avez déposé plainte? Oui, bien sûr. Mes avocats ont déjà déposé plainte le lendemain de cette malheureuse affaire. Voilà, donc ça c'est fait. Bon, pourquoi est-ce que vous étiez espionné? Mais j'en sais rien, c'est peut-être pas la recette du camembert, je sais pas, je pense que c'est le travail sur l'islam radical, je vois pas du tout d'autres raisons. Je suis extrêmement surprise d'être dans ce palmarès et je m'en serais bien passé. Ça serait bien passé. Vous allez, je sais pas, vous avez écouté probablement notre intervenant, nous sommes faibles. Je ne parle pas de la Coupe du Monde, parce que la Coupe du Monde, maintenant, c'est décidé, ça a été décidé il y a de nombreuses années. On ne va pas boycotter la Coupe du Monde. Chacun d'entre nous fera ce qu'il a envie de faire, regarder ou ne pas regarder. D'ailleurs, vous regarderez, vous, Nathalie Goulet ? Moi, je suis pas une fouteuse de nature, donc de toute façon, j'aurais pas regardé. Mais oui, je pense que vous avez raison, c'est trop tard. Oui, j'ai partagé quelques combats avec Quentin Muller, on se connaît un peu. Oui, je pense qu'effectivement, c'est trop tard. Mais je pense quand même qu'il y a des choses à faire. Je pense qu'il y a des points sur les i et les barres sur les t, notamment sur le financement d'un certain nombre d'actions ou d'associations. Il faut un peu plus de contrôle, un peu plus de maîtrise, et probablement revoir la convention fiscale avec le Qatar. C'est une nécessité absolue, pas seulement parce qu'il finance l'islam radical et les frères musulmans, mais parce qu'elle est complètement inique, cette convention fiscale. Alors que dit-elle, cette convention, rappelez-nous? En fait, c'est un peu comme le sketch de Coluche, plus tu peux payer, moins tu payes. C'est-à-dire il y a des exonérations fiscales multiples et variées qui nous coûtent à peu près 300 millions par an, et franchement, en ce moment, on n'en a pas les moyens. Oui, 300 millions d'exonérations fiscales pour le Qatar. C'est un cas unique. C'est un cas unique. Nathalie Goulet. Il y a beaucoup de conventions bilatérales évidemment, qui sont réciproques. Celle pour le Qatar est beaucoup plus avantageuse que celle qui nous lie à tous ses voisins. À tous ses voisins. Bon, le Qatar, lien particulier, donc avec la France. Oui, ça a été revu en 2008. Oui. Bien, merci Nathalie Goulet. Juste, Quentin Muller, oui, encore une fois, l'image. Le Qatar tient à son image. Ses liens étroits avec la France, vous avez entendu ce que vient de dire Nathalie Goulet, vous êtes d'accord? Oui, sont des liens qui sont historiques, et dernièrement sont souvent des liens qui sont marchands, je veux dire, en termes de vente d'armes. Dassault a passé tout un tas de contrats avec le Qatar pour vendre des Rafales. Ça c'était important, cette vente a été importante pour la France. Et puis il faut rappeler qu'à la fin du 19e siècle, le Qatar était sous l'emprise de l'Empire ottoman, et ils avaient besoin d'un soutien européen. Et il y a eu des relations entre des diplomates français. À l'époque, le Qatar, c'était un pays qui n'existait pas. C'était un petit comptoir britannique, des gens, des chercheurs de perles, des nomades. Et ils avaient besoin d'une protection européenne. Et la France était déjà en discussion avec le Qatar pour créer un espèce de protectorat, mais c'est finalement l'Empire britannique de l'époque qui a raflé la mise, et donc c'est devenu un protectorat britannique, et ensuite un pays indépendant qu'en 1971, donc c'est un pays très jeune et qui a toujours eu une volonté d'avoir des relations fortes avec des puissances internationales. Vous regarderez la Coupe du Monde, vous, Quentin Muller? Eh bien, je me pose de plus en plus la question. Après avoir écrit ce livre, ça m'est déjà très difficile de me dire que je vais regarder un match où... Enfin, voilà, Vous regarderez l'équipe de France, quoi. Je regarderai certainement l'équipe de France, mais si l'équipe de France va pas aller loin, et je pense que ça va être le cas, eh bien, je regarderai pas du tout les autres matchs, ça c'est certain. Et je soutiens en tout cas celles et ceux qui veulent boycotter cette Coupe du Monde. Bien, merci Quentin Muller. Je rappelle le titre de votre livre, Les esclaves de l'homme pétrole, aux éditions Marchelli. Merci de nous avoir accompagnés depuis ce matin à 10h30. Demain, nous nous retrouverons évidemment avec d'autres sujets. Mais en attendant, c'est Philippe David qui est sur l'antenne de Sud.